question des fake news est essentielle aujourd'hui. On voit bien les signes d'inquiétude, de multiplication des informations, de mise en visibilité très forte. Donc c'est important d'y prêter attention. Moi, il me semble qu'on qu'on en fait trop dans la croyance dans l'effet des fake news. Donc il est très important de s'en occuper, ça me semble essentiel, d'en comprendre les mécanismes, d'identifier les producteurs, et notamment parce qu'on sait qu'il y a toute une série de productions, une production industrielle ou idéologique et organisée, et il faut arriver à détecter les gens qui les fabriquent pour donner la source, d'une certaine manière. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important pour la recherche, pour les citoyens, etc. En revanche, ce qui m'ennuie dans le débat fake news, c'est qu'on est tous en train de penser que les fake news ont des effets sur les gens qui votent et qui, du coup, choisissent au Brexit, votent pour Donald Trump, etc. Et là, en revanche, c'est une question de recherche, mais c'est aussi, à mon avis, une question démocratique qui est assez ennuyante. C'est tout d'un coup, quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup, les médias ont des effets forts sur les gens? Et qui sont ces gens, à l'esprit faible, docile et manipulable, qui voit passer 3 robots et 2 Russes qui, vous savez, les Russes, c'est les pieds nickelés quand même dans la manipulation de l'information, des fautes d'orthographe partout, des trucs, etc., et qui tout d'un coup renverseraient Hillary Clinton, ferait le Brexit, etc. Donc moi, mon souci, mais qui reste une interrogation de recherche, parce qu'en fait, on n'a pas la réponse sur la réception. On en parle, des fake news, mais on ne sait pas très bien comment mesurer leurs effets. Et avec le numérique, il est évident qu'il y a de nouveaux effets qui arrivent. C'est qu'on peut très bien partager un truc sans y croire. Et que ça, c'est de la conversation. Pour rire, pour provoquer, pour amuser, parce qu'on a des biais d'un type particulier. Donc ce qui intéresse, ce n'est pas la qualité de l'information, c'est l'effet qu'elle produit sur le réseau conversationnel. Il y a un problème de définition, d'ailleurs, il ne faudrait pas l'utiliser, hein, ce serait beaucoup plus sain, et essayer de requalifier toutes ces affaires. Alors il y a beaucoup d'opérations de requalification qui ont été faites, mais bon, il y en a une que j'aime bien, qui est de dire il faudrait dire désinformation ou propagande, quand il y a une intention idéologique forte derrière. Le problème dans le bassin actuel des fake news, c'est qu'il y a aussi plein de fake news qui sont juste produites pour des raisons commerciales, pour faire du clic. Hein, et ça, c'est toute l'économie du numérique qui vient supporter et encourager cette affaire. Et là, il faudrait parler de bullshit, qui est un très bon terme pour le mettre en forme. Et là, il y a une économie, en fait, qui s'est faite notamment autour de la fausse santé, du conseil personnel, du truc qui fait à la fois rire, qui choque et qui provoque et qui en même temps circule. Et puis, il y a des tactiques plus subtiles de désorientation. Et je pense que ça, c'est une catégorie qu'il faudrait savoir aller voir, c'est-à-dire les messages politiques qui ont été vraiment travaillés pour essayer de fragmenter des camps politiques, pour introduire le doute, etc. Et là, on sait que c'est dans les nouveaux espaces publics numériques, qui sont des espaces de plus en plus sophistiqués. En réalité, les stratégies de communication de gens qui cherchent à faire de la propagande, deviennent subtiles. Et donc, elles cherchent, on le voit beaucoup avec les lobbies sur le tabac, on le voit sur toute une série de questions. Elles viennent amener des messages à des endroits, instiller le doute, poser des questions, défaire des camps. Et ça, c'est des stratégies plus subtiles que la propagande massive et un peu idiote. Je pense qu'on devrait être très très attentif à ça. Voilà, très très attentif à ça. Et moi je pense pour l'élection de Donald Trump, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de se... Et là, il y a un débat. On est en train de se polariser sur la question de l'écologie de l'information. Et de dire finalement les gens ont mal voté parce que l'écologie de l'information a été polluée par des opérateurs étrangers, commerciaux, ou par des groupes extrêmes qui ont modifié le paysage informationnel et du coup les gens ont mal voté. Voilà. Et quand on dit qu'ils ont mal voté, on fait toute une série de sous-entendus qui sont assez habituels dans la théorie des médias, qui est de dire les autres sont manipulables. Ils sont naïfs, ils se laissent prendre, vous vous rendez pas compte, ils n'ont pas vu, etc., etc. Et là, il y a un énorme jugement de classe, enfin, qui est derrière. Et alors, ça a toujours été le cas comme ça. C'est les provinciaux, c'est les milieux populaires, c'est les plus vieux, c'est les pas éduqués, etc. Appliqué au cas de Trump, dire ça, c'est tout simplement rater les raisons mêmes
pour lequel certains électeurs ont voté pour Donald Trump. C'est-à-dire que c'est encore un discours dominant, rationnel, sage, posé, qui veut vérifier que toutes les informations soient vraies un petit peu partout pour tout le monde, qui est en train d'expliquer à une partie de la population qu'elle n'est pas dans le périmètre de la raison ou de la vérification ou de la certitude, qu'elle a des croyances qui sont douteuses, qui sont frelatées, qu'il faudrait les vérifier et les contrôler. C'est pour ça que les gens votent contre le système. Et donc, on donne, pour l'interpréter, des instruments aux raisons mêmes qui provoquent les phénomènes populistes aujourd'hui dans nos sociétés. Mais alors ça c'est pour moi l'enjeu essentiel. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire au colloque, c'est qu'il ne faut pas prendre la fake news, le producteur de fake news, etc. Mais il faut reprendre tout le système. Et du coup, il y a une responsabilité collective de tous les acteurs du système, et notamment de ceux qui dominent le système. Parce que l'air de rien, les médias, les grandes radios, télévisions, etc., sont toujours des sources de référence qui font autorité pour une grande partie de la population. Et du coup, elles ont un enjeu important, qui est de ne pas faire, moi j'appelle ça blanchir, c'est-à-dire, et on sait très bien qu'il y a des tentatives, et sur le bord d'extrême gauche et d'extrême droite du paysage politico-médiatique français, d'aller chercher dans les caves des producteurs de fake news et de leur donner autorité et validité. Donc il y a une sorte de responsabilité collective des médias qui sont dans une tension très compliquée. J'aimerais dire, moi je n'ai pas la réponse à ça, c'est que quand ils se coordonnent autour des valeurs nobles, importante de l'éthique journalistique, de la vérification des sources, de la qualité des informations, etc. Ils donnent aux autres l'impression qu'ils sont connivents, et que du coup, il n'y a plus de place pour s'exprimer, pour interpréter. Et interpréter le monde, c'est parfois un petit peu jouer avec le vrai et le faux, c'est faire des hypothèses sur le monde. Et du coup, et à l'extrême gauche et à l'extrême droite, on a des gens qui disent, voilà, tout le monde est dans l'univers des décodeurs, on vérifie l'information, elle est factuelle, elle est juste, elle est précise, mais elle n'a plus de message. Et donc, c'est une tension forte entre vérification et puis l'ouverture à... On a vérifié les faits, mais on porte des interprétations qui sont largement différentes sur le monde. Et du coup, on a une polarité interne à l'intérieur d'un cercle professionnels qui se surveillent mutuellement sur la factualité des informations. Moi, il me semble que globalement, quand même, pour le système français, ça fonctionne à peu près. Il y aurait 1000 critiques à faire, mais ça fonctionne à peu près. Ce qui est frappant aux États-Unis, c'est que ça s'est complètement déchiré. Vous avez des grands médias, mais là, je ne parle pas de petits producteurs, mais de grands médias, qui soutiennent des faits que l'ensemble de la presse télé de l'autre camp aux États-Unis, et qui est massive, a vérifié, les témoins ne sont pas là, les faits ne sont pas avérés, les preuves sont fausses. Mais de l'autre côté, c'est pas grave, on continue à les affirmer. Donc on a deux camps qui ont des conceptions de la vérité qui sont différentes, et on a ce monde parallèle des faits alternatifs qui se sont créés. Il y a une responsabilité essentielle des médias pour le faire. Il y a, si on voulait remonter aux conditions sociales, et économiques et politiques, il y a aussi le régulateur qui, en autorisant certains médias ou pas d'autres à accéder à l'espace, aussi joue un rôle. Il y a un espace de surveillance mutuelle ou de connivence mutuelle entre les journalistes qui est important. Il y a toute une série de facteurs qui sont très importants pour ça. Ah non, ça suffit pas. Ça suffit vraiment pas. Mais c'est juste un petit effet de relativisation, parce que vous avez plein d'études qui arrivent et qui disent qu'il y a eu 10 millions de likes. Alors tout de suite, les gens disent « Ah, c'est grave !» Bon, et puis, moi, je travaille dans le numérique depuis 15 ans. 10 millions, c'est rien. Voilà. Il faut apprendre les chiffres du numérique. Ils sont massifs. Voilà. Et donc, effectivement, quand on dit qu'il y a eu 8 millions de partages sur Facebook de fake news, quand on fait le rapport entre le nombre d'informations qui est vu dans un fil d'actualité, on n'a jamais vu autant d'informations. C'est inimaginable, le nombre d'informations que voient les gens qui s'intéressent à l'information, qui ne sont pas toutes les sociétés. Mais ça fait 0,006% de l'information qu'ils ont vue pendant la campagne électorale. Donc, ça permet de relativiser. Ça ne dit rien. Et encore une fois, c'est une question très importante pour moi. Le nombre, le volume, la circulation, le fait que quand on les cherche, on les trouve, et ça, il suffit de les chercher pour les trouver, ça ne nous dit rien sur ce qu'elles nous font. Quel est l'effet? Quelle est la réception? Dans quel contexte elle a été interprétée? Et une des choses gênantes, mais là, je ne fais que appel à la vieille sociologie de la réception,
c'est qu'il ne suffit pas de dire le message et puis un individu, il faut savoir qu'est-ce que cet individu en fait, comment il le comprend, à qui il en parle, à qui il le demande, où il le voit, est-ce qu'il est connecté à d'autres choses. On a l'impression que les gens sont juste agrippés à Facebook, mais ils ont évidemment plein d'autres sources d'informations, ils ont des réseaux relationnels avec plein de gens, ils utilisent l'information pour faire plein d'autres choses que s'informer, pour discuter, pour se montrer, pour parader, pour faire rire, pour provoquer. Donc on a besoin de réinscrire ce contexte social pour mieux comprendre comment fonctionnent ces affaires. On a cette idée à cause, j'en ai parlé tout à l'heure, d'une étude de Science, une très bonne étude de Simon Harwell, qui a été faite à partir d'informations qui venaient d'un site de fact-checker américain, PolitiFact et Snopes. Et du coup, le vrai, pour lui, c'est une information que des internautes avaient donnée au fact-checker et que le fact-checker a dit oui, c'est vrai. Et puis l'autre, c'est le faux. Donc il a comparé les deux et évidemment, les nouvelles fausses ont une circulation plus forte que les nouvelles vraies, au sens des nouvelles données au fact-checker. Et on est typique dans notre débat actuel, c'est-à-dire que tout le monde a vu l'étude, personne n'a été regarder le corpus. Les chercheurs ont bien précisé, mais attention, c'est limité, notre espace de validité de notre argument est limité à ça, mais tout le monde a interprété, le faux circule plus vite que le vrai. Bon, ça arrive souvent aux chercheurs, c'est-à-dire qu'on a, voilà, ça part dans tous les sens, puis on a beau dire, mais non, attendez, on ne dit pas ça. On dit ça. Bon, le problème de cette question, c'est qu'en fait, on faudrait qu'on définisse fake news. Et on ne sait pas le définir. Hein. On peut le définir par la factualité vérifiable, objectivable d'une source dont on peut retracer l'historique et l'ancrer, sa référence dans une réalité qui a été objectivée. Mais vous avez beaucoup de choses qui sont en fait intermédiaires, floues, etc. Et on sait, ça en revanche, il y a des travaux qui le montrent, qu'il y a toute une série de choses intermédiaires. Il ne s'agit pas tellement de fake, mais c'est la chose qui provoque, la chose qui séduit, la chose qui fait rire, la chose qui excite, la chose qui attire. Elle a beaucoup plus de capacité de diffusion, du fait de nos biais cognitifs, du fait de l'attraction qu'elle suscite, du fait de toute l'économie de la publicité et des plateformes de réseaux sociaux qui ont un intérêt à encourager cette diffusion virale de l'information parce qu'elle génère des revenus publicitaires. Et là, on sait qu'effectivement, ça se diffuse plus vite. Parfois, c'est pas faux, c'est ni faux ni vrai, mais c'est dans une zone intermédiaire un peu étrange. Non, moi, surtout, moi, c'est pas exactement mon genre de dire il y a la science et puis écoutez. Mais je pense qu'il y a, mais d'une certaine manière, c'est un travail qui se fait constamment avec le numérique, donc je suis assez habitué à ça. C'est qu'il y a un phénomène qui arrive et puis il nous faut un temps d'adaptation et d'apprentissage. En fait, il vient très vite. Hein, c'est-à-dire, je pense que d'une certaine manière, ces débats vont se routiniser rapidement. Je crains qu'on n'ait pas nettoyé le web des fake news et que ça, on va vivre avec tout le temps. Mais en revanche, on aura un rapport beaucoup plus distant et compréhensif et il y aura beaucoup de critiques, d'ironie, etc. sur ce nouveau bouillon d'informations. Mais il serait effectivement utile je pense, pour les journalistes qui interprètent de ne pas tomber dans tous les panneaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de panneaux aujourd'hui qui s'ouvrent sur l'idée que le numérique, les algorithmes, l'intelligence artificielle et puis ces sociétés de marketing très sophistiquées, elles sont capables de nous cibler et de nous faire changer d'opinion, comme ça. Et nous, on y croit parce qu'on a envie de croire à cette idée d'une capacité de manipulation très très forte. Mais les gens qui vendent ces trucs-là n'ont jamais prouvé que ça marchait aussi bien qu'ils le disent. Il y a des effets, il y a des techniques, hein, je ne cherche pas à dire qu'il n'y a pas de technique. Mais cette croyance comme ça dans la performativité effective de ces techniques, c'est un truc de vente. Donc moi, j'essaie de dire que voilà, les chercheurs ils regardent et on a beau regarder, c'est pas aussi efficace qu'ils le disent. Non, je pense que c'est le constat réaliste. Après, il y a des choses qui... Le nombre, hein, notamment sur Facebook, depuis le changement d'algorithme, alors je sais que c'est un drame pour les journalistes, mais ils ont aussi coupé le robinet à fake news fortement sur Facebook. Il y a une étude de Stanford très belle qui le montre. Donc on peut atténuer, on peut corriger, il y a des comportements qui doivent se transformer. Il y a aussi, moi je suis très attentif à cette sorte d'éducation populaire en numérique, c'est-à-dire qu'il faut aussi que chacun comprenne que partager. Hein, les gens maintenant se mettent à dire, mais quand on fait un like, un share, un retweet, on donne un point à une information qui est calculée par toute une série de systèmes techniques qui leur donnent plus de visibilité vers d'autres. Donc nos gestes ont des effets sur
toute une série de systèmes. Donc, comprenant mieux ces mécanismes, on sera aussi plus attentif à se dire, je ne vais peut-être pas partager n'importe quoi pour donner du relais à ce type d'information. Donc, il y a des phénomènes on pourrait dire d'appropriation réflexive qui vont on peut le souhaiter, se mettre en place. Mais en revanche, le réalisme oblige à dire que c'est un truc un peu paradoxal. Le web, ça nous a donné la possibilité de nous exprimer. Ça a desserré l'étau, la forteresse de l'espace public avec quelques médias labellisés, institutionnels, avec des coûts de publication et de diffusion qui sont extrêmement forts. Donc on a gagné cette liberté de pouvoir publier, partager, échanger. Ça a désinhibé les conversations. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Voilà, parce qu'on peut publier et partager un peu tous. Mais moi, je reste dans l'idée que c'est une conquête démocratique importante. C'est quelque chose de central sur la liberté d'expression. Et que si on se met à vouloir nettoyer une par une les fake news, avec, etc., et ce que les gens disent, etc., on serait dans un système qui viendrait refermer la boîte à liberté qu'a été le monde numérique, et qui par ailleurs serait liberticide, parce qu'évidemment les critères pour nettoyer sont indécidables, critiquables, et donc l'autorité qui viendrait nettoyer serait nécessairement accusée d'avoir des intérêts en jeu dans ce nettoyage. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de s'occuper des infrastructures, des processus, de régler quelques problèmes qui financent la publicité sur les réseaux sociaux, d'obliger les plateformes à être beaucoup plus transparentes sur cette affaire, d'essayer de les aider à déconnecter le modèle économique et la circulation virale des informations, et puis que les populations, les individus soient plus réflexifs sur leurs propres pratiques numériques, que d'imaginer un web tout propre. Ce qui n'a jamais été. Parce que moi, ça me fait toujours rire, mais le web de Usenet des pionniers, il y avait aussi plein de fake news et de trucs, etc. Si on les regarde aujourd'hui rétrospectivement, mais c'est pas ce qu'on y voyait en premier. Non, moi je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Je pense qu'elle est inefficace. Parce que rendre efficace, vous vous rendez compte, il faut que les juges saisissent les trucs. Donc en fait, la fake news, elle est déjà... Bon, voilà. Elle est liberticide pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Les risques qu'elle soit liberticide sont forts si elle pouvait être efficace. Il faudrait déjà que la première condition soit remplie. Et puis surtout, elle est contre-productive. Parce que alors là, on est plus dans l'économie politique de ce qui est en train de se jouer à cause du numérique, mais le numérique n'est que le support de transformation politique et sociale de nos sociétés. C'est qu'elle donne à tous les fabricants de fausses informations un argument pour dire qu'ils sont censurés. Et donc, ça nourrit leur fiel. C'est vraiment ça. On entretient la machine en disant, vous voyez, on a été banni, censuré, etc., etc. Ils trouveront toujours un espace numérique pour aller dire qu'ils ont été scandaleusement censurés. Et les publics qui ont intérêt à penser, et c'est quand même quelque chose là, qui se développe dans nos sociétés, mais l'idée qu'il y a un système, qu'il y a des dominants, que la représentation ne représente pas, qu'on nous cache des choses, vont y trouver de l'essence pour lancer des mouvements critiques qui ne sont pas les plus sains qu'on puisse imaginer.